Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau live où je vais partager 3 croyances du deuil qui rajoutent de la souffrance. On est le combien? Le 27, samedi 27 août. Voilà, je suis pile poil à l'heure. Je ne sais pas s'il y aura des gens de connectés, mais sinon c'est pas grave, vous me verrez en replay, vous mettrez un hashtag replay. J'ai failli ne pas être à l'heure parce que, vous voyez derrière moi j'ai plein de plantes et en arrivant ici, avec mon sac, j'ai, fait tomber une grosse plante qui est derrière moi et donc du coup voilà, tout était tombé par terre, éclat de terre, enfin c'était le beans. Donc j'ai fait un peu de ménage et je suis là maintenant bien connectée à vous. Je sais que le week-end, il y a un petit peu moins de monde, mais c'est normal parce que voilà, il y a les enfants, la famille, les courses, etc. Mais pour les personnes qui sont connectées, vous ferez un petit coucou. C'est toujours sympa. Je pense que je suis sur la bonne page, oui. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'était trois croyances en fait. Coucou Violette. On se retrouve après Violette. Bonjour Eric. Bienvenue à tous. Bonjour Béatrice. Cool. Donc aujourd'hui, les 3 croyances que je voulais vous partager. C'était la première croyance. Alors bien sûr, c'est des fausses croyances hein, sur le deuil, mais du coup, comme elles sont assez répandues dans notre société, forcément, elles rajoutent de la souffrance pour les personnes qui traversent un deuil. La première chose, c'est concernant les affaires du défunt, c'est les vêtements du défunt en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, oh Marie-Claire! Yes! Bonjour! Les Yellowman sont là, hein. Le club des Yellowman est là en force. Merci les filles. Concernant les affaires du défunt, et merci pour les cœurs d'encouragement. Concernant les affaires du défunt, peut-être qu'on vous a dit faut que tu te débarrasses des vêtements de ton mari parce que sinon tu vas pas faire ton deuil, sinon tu vas pas cheminer dans ton deuil, c'est une souffrance supplémentaire, etc. Vite, 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 faut que tu te débarrasses des affaires. Moi, je l'entends souvent ça de la part de mes clientes et forcément, elles se posent des questions. C'est des choses qu'on évoque en séance. Est-ce que je dois, Rachel, me débarrasser des affaires alors que ça fait 6 mois que mon mari est mort? Est-ce que alors, Véro me dit qu'on ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Dites-moi, parce que ça sert à rien que je continue si vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez me faire un pouce pour me dire que vous m'entendez. Ok, apparemment on m'entend. Merci, merci la régie. Donc Véro, il doit y avoir un truc sur ton téléphone. Donc, c'est question des affaires. Ou alors, ça fait 2 ans, merci Joël. Ça fait 2 ans que j'ai perdu mon mari, mais Rachel, j'arrive pas à me séparer des affaires. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça va me freiner dans mon deuil? Etc., etc. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que les vêtements de notre conjoint, peut-être les affaires de sport, peut-être des objets personnels. Véro, c'est chez toi. Il y a un souci, apparemment tout le monde m'entend. Ou tu te déconnectes et tu te reconnectes sur Facebook. Quand les affaires personnelles, il faut savoir que c'est des traces de la personne. C'est des traces que la personne, elle a vécues, elle a été dans votre vie. On ne peut pas passer d'une vie avec celui ou celle qu'on a aimé à un vide complet. C'est impossible. Donc en fait, ça rassure d'avoir les affaires autour de nous. Ça rassure peut-être d'ouvrir l'armoire et puis de voir que dans la penderie, il y a nos vêtements à nous et puis il y a les vêtements du défunt, de votre mari. Ça rassure, c'est rassurant. Pour certaines personnes, enfin comment dire, ça peut être apaisant, ouais, de rien toucher, de pas toucher dans la salle de bain les affaires, etc. Et c'est vous qui allez à votre rythme décider en fonction de vos besoins à quel moment vous sentirez prête, vous sentirez prêt pour peut-être mettre les affaires dans un carton, pour donner,
pour jeter, je sais pas, enfin, faire ce que vous avez envie de faire. Et c'est pas, il y a pas de délai par rapport à ça. Et moi, j'ai même envie de dire, moi souvent, je dis: «Il faut pas non plus aller trop vite par rapport à ça», parce que il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent au bout d'un mois, j'ai vidé l'armoire, j'ai tout donné, et cetera, et qui après, me disent: «Ben, ça fait 1 an, 2 ans et je regrette parce que je me dis: "J'aurais peut-être dû garder, tel t-shirt, j'aurais peut-être dû garder tel, foulard", et cetera». Et en fait, dans les premiers mois, on n'est quand même pas dans notre état normal, quoi, hein. Nos émotions, elles varient et on peut se laisser un peu des fois embarquer par l'entourage, par la famille, donc il y a pas de délai. C'est vous qui allez décider. Il y a pas longtemps, il y a une amie de ma maman avec qui je discutais, elle a perdu sa fille d'un cancer il y a 10 ans. Ben, elle m'a dit que là, c'est voilà, il y a quelques semaines en fait, 10 ans après, elle avait gardé tous les vêtements de sa fille et elle a décidé de les donner à une association caritative qui était des femmes en Ukraine. Et pour elle, c'était le moment. Elle m'a dit: «Je me suis sentie prête». Alors que les affaires étaient dans des valises, dans des cartons depuis des années, mais elle savait, c'était dans une pièce, elle savait que c'était là et elle avait encore besoin de ça. Et d'ailleurs, ça peut être une étape, ça, de vous dire, ben, je me sens prête, mais je sais pas trop, voilà, je me sens d'attaque, je vais peut-être vider l'armoire, mais je me sens pas, comment dire, j'ai un peu peur de regretter, je sais pas si c'est bien, je suis pas sûre de mon coup, quoi, je suis pas sûre de moi. Bah, ça peut être une première étape en disant: «J'emballe tout, je mets tout peut-être, dans une autre pièce, je sais pas, dans une autre chambre, dans votre garage, dans votre, grenier», enfin je ne sais où, de le stocker quelque part. Et puis il y a des gens qui me disent: «Bah, au bout de 6 mois, c'est venu comme une évidence, je me suis dit: "Ben non, je vais donner tout ça à une association", ou il y a des vêtements que je peux donner à quelqu'un de ma famille. Mais en fait, à un moment donné, en fait, ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous, c'est pas une décision comme ça qu'on prend, et il y a pas à forcer. Et c'est pas parce qu'on garde les vêtements, pendant, je sais pas, 3 ans, 4 ans, 10 ans, comme l'ami de ma maman, qu'on chemine pas dans son deuil. Cette personne, elle a complètement cheminé dans son deuil, elle a un processus de deuil qui est apaisé et c'était le moment pour elle. Et après, c'est pas non plus pathologique que de garder, des objets aussi de la personne. Parce que, c'est aussi la preuve que cette personne, elle a vécu avec vous, vous avez vécu une histoire avec elle, quoi, une histoire d'amour. Donc, on peut très bien garder, moi, il y a pas longtemps, il y a une dame qui me disait, ben, que son mari, il était musicien, bah, elle a gardé, voilà, des guitares, une trompette, enfin des instruments de musique. Elle me dit: «Mais est-ce que ça va m'aider? Ça va pas m'aider?» Mais en même temps, j'en ressens le besoin. C'est ça, en fait, la question à se poser. C'est: «Est-ce que j'en ai besoin?» Qu'est-ce que j'ai envie de trier? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Et qu'est-ce que j'ai, envie de garder? Parce que pour l'instant, j'en ai besoin. Moi, j'ai gardé pendant des années des cartons de cartons, des cartons et des cartons. Et en fait, au fur et à mesure de mes déménagements, bah, là encore, j'ai déménagé il y a 1 mois, bah, il y a des trucs que j'ai ouverts et je me suis dit: «Ben non, ça fait plus sens pour moi de garder ça qui appartenait à Jeff». J'avais gardé, mes 50 000, chèches, foulards et cetera, des bonnets à lui et tout. Et là, voilà, j'en ai gardé un et puis le reste, voilà, je l'ai donné, mes beaux-fils, ils ont pris des trucs, mais c'est au fur et à mesure aussi que ça se fait et on peut garder, une montre, un bijou, c'est pas malsain, c'est OK. Donc prenez votre temps par rapport à ça. Il y a un moment donné, vous allez avoir envie, bah, là, je vois Nathalie qui dit: «Moi, tout était comme avant que Didier parte». Bah, c'est OK, quoi. Et peut-être qu'un jour, Nathalie, tu vas te réveiller et tu vas dire: «Là, ce truc-là, j'en veux plus, je trie, je donne». Beh, c'est pas, non plus, quand on fait ça aussi, qu'on est décidé, on se débarrasse pas de la personne qu'on a aimée. Il y a aussi des fois une espèce d'association comme ça. Je me débarrasse de ses affaires, donc c'est comme si je me débarrassais de lui et que je l'avais oublié. Ben non. Et souvent d'ailleurs, quand on trie les affaires, qu'on est au clair là-dessus, c'est aussi que ce lien intérieur, il commence à se renforcer, il est fort et qu'on a compris aussi qu'on n'a pas besoin de garder toutes ces affaires pour continuer à le faire vivre dans son cœur, quoi. C'est que mais ça, on n'a plus besoin parce que ce lien intérieur, il commence à être fort, il commence à être renforcé. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Euh, c'est une fausse croyance que de croire qu'il faut absolument se débarrasser de tout au bout de 6 mois. Et si vous le faites, c'est OK, si vous êtes au clair avec ça, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de règles, comme souvent dans le deuil, il n'y a pas de règles.
C'est très intime, chacun va faire en fonction de là où il en est, en fait. La deuxième chose, c'est concernant le fait de parler du défunt. Je l'ai vu des fois dans les commentaires là, sur les lives que j'ai fait ce mois-ci. En fait, comment vous dire? Pour moi, si je parle de façon imagée, je parle souvent comme ça, mais je trouve que c'est souvent aidant, c'est que je trouve que la vie, en fait, c'est un peu comme une trame où il y a des moments forts, où il y a des images, où il y a des événements qui nous restent, où il y a des mots qui sont importants, des expressions que la personne disait, etc. Donc, en fait, quand la personne décède, quand votre conjoint décède, c'est comme s'il y avait un trou béant dans cette trame, dans cette chaîne-là de votre vie. Et il y a un vide, quoi. Il y a un vide qui est énorme. Ouais, c'est comme un trou, je ne sais pas le dire autrement, c'est comme un trou. Et en fait, quand on parle du défunt, quand on parle de la personne qui était plus là, en évoquant des souvenirs, en disant: «Bah, tiens, si elle avait été là, elle aurait dit ça. Si, je me souviens, voilà, elle faisait ça», et cetera. C'est comme si on voulait combler quelque part ce vide dans notre vie, dans cette chaîne. Donc c'est complètement normal, c'est légitime. Donc quand les personnes vous disent: «Arrête d'en parler, tu remues le couteau dans la plaie, tu te fais du mal», hem bah, de toute façon, si vous en parlez, c'est que vous en avez besoin, hein. C'est que ça vous aide, que c'est apaisant pour vous et que c'est une façon de quelque part de faire vivre la personne dans votre cœur, de vous rattacher à elle, quoi. Donc c'est pas non plus, c'est pas mal, quoi. Quand je sais plus qui écrivait dans un commentaire, «Oui, ma sœur me dit: "On va pas en parler, ça fait 18 mois et on va pas continuer à en parler comme ça tout le temps"». Beh, c'est OK d'en parler comme ça tout le temps. Après, bien sûr, il y a des personnes qui vont refuser ça. Donc vous savez à qui vous pouvez en parler, vous savez à qui, vous pouvez l'évoquer. Mais on peut l'évoquer comme ça dans la vie quotidienne, de façon très, co légère, c'est le mot qui me vient, je vous le dis comme ça, de façon sans que ça soit un drame, qu'on soit tous en larmes, et cetera. Enfin, moi, c'est arrivé jeudi soir, où, on mangeait au resto avec, mon chéri, mes beaux-fils, avant qu'ils repartent pour leurs études la semaine prochaine. Et mon beau-fils est arrivé en retard et il était complètement dépité, le pauvre, le plus jeune, parce qu'il a le permis depuis pas longtemps et il s'était fait flasher un feu, en fait. Il a pas tout à fait cramé le feu, mais en fait, il est passé à l'orange, mûr, 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 voilà. Et il pensait qu'il s'était fait flasher, il savait pas trop, donc il est arrivé, c'était un peu la cata. Et en fait, quand il a expliqué où c'était, sur quelle avenue c'était, en venant au restaurant, bah, moi, ça m'a fait penser que Jeff s'était fait flasher à cet endroit-là, quoi, et qu'il y avait vraiment, il y avait un flash et que, voilà. Et donc je lui ai dit ça, je lui ai dit: «Bah, ça me rappelle que Jeff s'était fait flasher à cet endroit-là en rentrant du boulot, un matin, et il avait travaillé de nuit, et cetera». Et j'ai prononcé son nom, j'ai dit, et c'est tout, quoi. Et puis on a continué notre conversation, donc c'est normal, en fait, d'en parler comme ça. Ou l'autre jour, moi, j'ai mon beau-fils l'aîné qui s'installe dans un studio. Ben voilà, il avait besoin d'une grosse multiprise, un truc, et on avait ça chez nous, un truc qu'on ne sert plus, et je lui ai donné, et je lui ai dit: «Ben, tiens, je te le donne. Bah, tiens, c'était Jeff qui avait acheté ça, le truc, il doit avoir 15 ans, mais il fonctionne encore super bien», et voilà, c'est tout. Et c'est normal, en fait, c'est normal, comme des fois d'évoquer plus des souvenirs ou des phrases. Moi, quand je suis avec des amis et que c'est des gens qui connaissaient Jeff, ben, de dire, bah, tiens, s'il avait été là, il aurait dit ça, il t'aurait répondu ça, et on aurait bien rigolé, ou ça t'aurait bien énervé et tout. Et c'est tout, quoi. Donc, c'est tout à fait logique, de faire allusion, et encore une fois, ça peut venir, on peut en parler en ayant de l'émotion. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps avec un copain que j'avais pas vu très longtemps, qui connaissait bien Jeff, qui avait travaillé avec Jeff, et il m'a parlé de lui, et ce qu'il m'a dit, ben, voilà, ça m'a touchée. Donc j'étais contente qu'il me le dise, mais il y a un peu, voilà, des larmes qui sont venues, voilà, de l'émotion qui est venue. Et bon, vous
savez que moi, je suis une femme d'émotion, hein, je mets mon live. Donc, et tout de suite, il m'a dit: «Ah, mais j'aurais jamais dû te parler de ça, Rachel et tout». Je dis: «Mais si, mais ça me touche, ça me fait plaisir et c'est normal qu'il y ait de l'émotion qui arrive» et voilà et on s'est pris dans les bras dans la rue et puis c'était OK, quoi et puis j'ai pu reprendre ma journée normalement. Ça a duré 10 minutes, un quart d'heure et puis, donc le fait de parler de la personne, ne vous interdisez pas ça, parce qu'il y a souvent cette fausse croyance: «Je vais pas en parler, j'y pense là dans un truc, une réunion de famille». Alors oui, peut-être que des fois, il y a des blancs. Moi, ça m'est déjà arrivé, bien sûr, de dire, mais on s'en fout quoi, c'est votre besoin. Il y a toujours des gens qui vont rebondir là-dessus, en disant: «Ah oui, c'est vrai, tu as raison», parce qu'ils sentent que vous êtes à l'aise pour en parler et puis d'autres que ça va gêner, ben, on s'en fout, ça les gêne et ben, nous, ça nous fait du bien et c'est tout. Mais c'est vraiment une fausse croyance que de dire, plus tu en parles, plus tu vas être mal, faut que tu oublies. Le deuil, c'est pas l'oubli. Au contraire, c'est vraiment, garder la personne au fond de son cœur, vraiment au fond de son cœur. Donc on n'oublie pas la personne et forcément on va en parler. Donc ça, c'est la deuxième croyance, fausse croyance que je voulais vous partager. La troisième, c'est concernant les enfants. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, parce que je l'ai encore entendu la semaine dernière, alors je vais plutôt évoquer les petits, mais bon, parce que souvent les enfants petits, on veut, on veut les protéger. On veut les protéger et on leur parle de la mort d'un proche de façon imagée. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça parce que c'est pas les protéger, c'est pas leur rendre service que de leur dire ton papa est mort. Alors justement, on leur dit pas, c'est ça le truc. C'est que souvent on va utiliser des images. On va leur dire ton papa s'est envolé dans le ciel. Ton papa ou ta maman ou ton papy, ton grand-père, ta grand-mère ou ton frère s'est envolé dans le ciel. Il s'est endormi. Vous voyez ce que je veux dire? On va leur donner des images et en fait, il faut vraiment, ça c'est un droit incontournable des enfants. Pour moi, c'est vraiment hyper important. C'est de leur dire d'utiliser le mot «mort». Vraiment d'utiliser le mot «mort». C'est-à-dire que ton papa est mort. Qu'est-ce que ça veut dire mort? Eh ben, ça veut dire qu'il respire plus, ça veut dire que son sang ne circule plus dans ses veines, ça veut dire que son corps est froid, ça veut dire que il peut plus te parler, il peut plus te répondre, etc., etc. Donc, ça paraît violent. Et quel que soit l'âge de l'enfant, c'est-à-dire qu'un bébé de 15 jours, son père décède. Moi, c'est déjà arrivé d'accompagner malheureusement des femmes qui avaient vraiment des petits enfants, des nourrissons. Un bébé de 15 jours, de 1 mois, on lui dit, parce qu'un enfant de 15 mois, de 15 jours, pardon, de 15 mois aussi, il ressent les choses. Il ne va pas forcément comprendre les mots, mais il ressent que sa mère, elle est en panique. Il ressent que sa mère, elle est en souffrance. Il ressent qu'autour, il y a tout un bazar là, pas possible, qu'il se passe quelque chose de grave. Donc on dit les choses. On dit les choses, il est mort. Et c'est ça, protéger les enfants. C'est pas leur dire ton papa s'est envolé. Au début, moi que j'accompagnais des personnes endeuillées, je le fais plus aujourd'hui, mais en tout cas quand j'accompagnais des enfants, qu'est-ce qui se passait? Des enfants dont un des deux parents était mort, on les accompagnait au cabinet et puis on me disait: «Bah oui, il faut qu'il fasse de la sophrologie parce qu'il dort plus la nuit». OK, et quand je creusais un peu, ah bah oui, ben c'est depuis que son papy est mort, c'est depuis que sa maman est décédée. Mais qu'est-ce qu'on avait dit à ces enfants-là? On avait dit ben, il s'est envolé, elle s'est envolée ou elle s'est endormie, elle s'est endormie. Donc si on dit à un enfant, elle s'est endormie, ben, c'est normal que le môme, il ait pas envie de dormir le soir et qu'il fasse des caprices pour aller dormir et tout ça et qu'il a la trouille de s'endormir. Parce que lui, il dit, mais moi, si je m'endors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que je vais pas faire comme mon papy, mon papa? Donc vraiment, c'est vraiment une façon de les protéger et c'est comme il s'est envolé dans le ciel. Moi, j'avais reçu une fois un petit garçon qui était vraiment hyper, hyper anxieux. Et en décortiquant le truc avec lui et tout, ben oui, on lui avait dit que son frère, qui était décédé, qui était plus jeune que lui, il s'était envolé dans le ciel. Donc, il regardait partout. Ouais, mon frère, est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il me voit pas? Donc, même pour des enfants, des fois, dont les grands-pères, les grands-mères, ah ouais, mais si je fais une bêtise, alors même si personne me voit, alors mon grand-père, il va me voir, quoi. Donc, c'est un stress, mais
terrible. C'est une angoisse terrible. Donc, ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin de savoir, la personne est morte, on va expliquer ce que c'est être mort. Voilà. Et il y a plein de petits bouquins, vraiment, qui peuvent être un super support. Je ferai un live, un de ces quatre là-dessus, parce que j'en ai plein ici au cabinet, sur les livres qui aident aussi. Ça peut être un support si vous n'arrivez pas à en parler, si c'est vraiment aidant en fait les petits livres. Il y a plein de livres qui expliquent, qui parlent de la mort, qui racontent des histoires où le papy est mort, le papa est mort, ma mère est morte, sur des enfants, et c'est hyper aidant. Et même, je rajouterais ce qui me vient, c'est concernant le suicide. Bien sûr, régulièrement, j'accompagne des femmes qui ont perdu leur conjoint d'un suicide et qui ont des enfants petits. Et on peut dire à un enfant de 3 ans, ton papa s'est suicidé. Ça veut dire quoi, suicider? Ça veut dire qu'il s'est donné la mort. Et laissez aussi venir les questions, parce que souvent, ils ont beaucoup de questions. Quand ils sentent que vous êtes à l'aise pour parler de ça, ça les intéresse, mais eux, en fait, ils veulent du concret. Ils veulent vraiment des réponses concrètes. On le voit des fois, hein, quand on va à un enterrement, des fois quand il y a des enfants à un enterrement, en fait, quand on va au cimetière, des fois ils sont là, ils sont près des fossoyeurs, ils veulent voir comment ça se passe. C'est pas glauque en fait. Ils ont des questions. Ils vont vous poser des questions du style où est-ce qu'on va après quand on meurt? Ok, on va peut-être au cimetière, on va être incinéré, comment ça se passe? C'est rassurant pour eux quand ils ont en face des adultes qui parlent facilement de la mort. C'est pas toujours les adultes de la famille, malheureusement, parce que des fois, on est tellement dans l'émotion que c'est compliqué pour nous. Ça peut être d'autres personnes aussi, ou ça peut être des personnes de la famille qui vont être plus à l'aise avec ce sujet-là. Donc, et je reviens sur la question du suicide. On peut vraiment le dire, expliquer, répondre aux questions, et souvent, en fait, les enfants, ils le savent. Régulièrement, je fais intervenir Céline, qui est psychologue et qui travaille avec à l'association Le Jour d'après, dont je fais partie aussi, où je suis bénévole. Et Céline, comme psy, bon, elle est spécialisée sur le deuil, et elle me dit, tu peux pas t'imaginer le nombre d'enfants que je reçois dans mon cabinet, dont un des parents s'est suicidé par pendaison, et qui dessine des petits bonhommes pendus, qui dessinent des pendus. Et la maman dit, ah non, mais moi, j'ai jamais rien dit. Il sait pas comment son papa est décédé. Mais en fait, les enfants, quand vous leur dites pas, il y a des trucs qu'ils captent. Ils entendent des conversations au téléphone. Ils entendent des conversations quand ils sont couchés le soir dans dans leur lit, alors qu'on pense qu'ils dorment. Mais ils entendent des trucs, et ils font des déductions. Ils captent des choses. Et souvent, ils vont poser des questions. Moi, j'ai plein de clientes dont les petits disaient, mais explique-moi comment papa est mort. Dis-moi comment papa est mort. Moi, ces femmes-là, je les accompagne avec des petits bouquins, des choses à dire. On évoque. Et souvent, c'est aussi leur renvoyer la question, c'est leur dire, toi, tu penses que ton papa, il est mort comment? Et souvent, ils vont vous dire, il s'est tué, il a pris une corde, il a pris une arme, etc. Ils savent très bien, quoi. Donc, il n'y a pas à leur cacher. Si vous voulez vraiment que les enfants ils vivent un processus de deuil apaisé, c'est leur dire la vérité. Vraiment, avec leurs mots, avec des mots d'enfant. Et régulièrement, comme leur cerveau est en construction, ils vont reposer des questions. Un gamin qui perd son père d'un suicide à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, il va reposer des questions. Il va vous dire, mais réexplique-moi comment ça s'est passé. Et ils ont besoin de ça. Ils ont vraiment besoin de ça pour faire leur travail de deuil, leur processus de deuil. Et on l'évoquera sur un autre live, mais processus de deuil chez l'enfant, il est complètement différent de chez l'adulte, parce que en fait leur cerveau est en construction. Ils peuvent très bien à un moment donné être tristes, venir vous parler, puis repartir jouer, hein. Ils font des allers-retours. Ils sont pas comme nous à y penser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est le dernier point sur les enfants, cette fausse croyance de il faut pas leur dire, il faut édulcorer, il faut imager la mort. Non, on dit les mots. Il est mort, et on les laisse venir aussi avec leurs questions. Voilà, c'est hyper, hyper important. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci Marie-Claire. Exactement, Véronique. C'est aussi une histoire de confiance, et de leur dire, et même si vous leur parlez avec beaucoup d'émotion,
c'est OK aussi de leur parler en pleurant. Alors c'est sûr que vous n'allez pas vous rouler par terre mais en tout cas, même s'il y a des larmes qui viennent, c'est pas grave. Parce que souvent on leur dit d'ailleurs: «Il faut que tu exprimes tes émotions» et nous les adultes, on verrouille tout devant eux, donc ils peuvent penser aussi qu'on n'est pas triste, ils peuvent penser aussi que ça nous fait rien alors qu'ils sont hyper tristes. Donc bah, on va pleurer ensemble et c'est OK, on va se prendre dans les bras, on va se consoler, et puis on va continuer. Et pour les adultes aussi, pour les jeunes adultes, là je sais que de celles qui m'écoutaient, il y a des ados, il y a des jeunes adultes, ben c'est pareil quoi. Ne craignez pas les larmes, c'est ce que je dirais en conclusion. Voilà pour aujourd'hui, ce que je voulais vous partager. Je répondrai dans les commentaires à chacune, chacun en individuel tout à l'heure, un peu plus tard, parce que là, bah exactement dans 5 minutes, je vais rejoindre un groupe de Yellow Women avec qui je vais déjeuner à midi, voilà, enfin midi, à 13h. On va se retrouver autour d'un bon resto, des femmes que j'ai accompagnées en ligne. Certaines, je les ai jamais vues en vrai, donc ça va être chouette. Et voilà, qui sont du Grand Est et qui ont fait le trajet jusqu'à moi. Et puis je vais en voir d'autres au mois d'octobre à Paris, donc ça c'est super top. Je vous mettrai des petites photos dans ma story ou même sur ma page. Et quelqu'un justement par rapport aux stories m'a posé la question sur Facebook. Si vous voulez voir mes stories, en fait vous allez en haut de ma page Facebook, il y a en haut de ma page Facebook, il y a ma photo. Bah, vous cliquez sur ma photo et vous allez voir les stories. Voilà, si vous savez pas, si vous connaissez pas ça. Je vous souhaite une douce journée. Je vous retrouve demain à 12h30 et je vous dis à très vite. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider et likez aussi. Bye, à très bientôt. À demain. Ciao, ciao. Merci pour votre présence. Bye.